Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Si l'histoire de l'humanité, avec un grand H, reste encore aujourd'hui un livre parsemé de pages vierges, ne faisant que nous rappeler notre amnésie historique, les premiers écrivains de ce gigantesque chef-d'œuvre en sont très certainement les archéologues. Les fouilles diverses réalisées par ces chercheurs infatigables sur l'ensemble de la planète, les innombrables études et analyses des différents artefacts retrouvés de par le monde, nous permettent tant bien que mal d'esquisser un semblant de trame historique, nous permettant ainsi de visualiser le chemin trouble que notre espèce a pu parcourir pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, si ces recherches et analyses scientifiques sont indispensables à la compréhension et à l'écriture de cette histoire de l'humanité, certaines découvertes magistrales sont quant à elles le fruit de la part sombre de l'humanité, et ce ne sont pas toujours les pieux scientifiques travaillant ardemment à la quête de vérité et de connaissance qui permettent de révéler au grand jour les pièces majeures de notre histoire passée. Au même titre qu'il vaut toujours mieux voir le verre à moitié plein, la cupidité et la malhonnêteté de certains hommes peuvent parfois permettre des découvertes qui finiront inscrites au programme des mémoires du monde de l'UNESCO et qui pourraient bien modifier définitivement notre vision des peuples antiques ainsi que leur niveau de connaissance. Ce fut notamment le cas en 1999 près de Nebra, une région proche de la frontière est de l'Allemagne, au nord de la République tchèque, où deux pilleurs de tombes, de vulgaires pirates de l'histoire, armés de pelles et de détecteurs de métaux, ont permis la découverte d'un artefact multimillénaire unique, dont la valeur informative n'aura d'égal que le mystère qui l'entoure. C'est ainsi qu'en juillet 1999, les deux fouilleurs clandestins découvrent un dépôt d'objets antiques, constitué de divers artefacts métalliques comprenant entre autres des épées, des bijoux et ce qui s'apparentera à un bouclier de bronze orné d'or. Percevant immédiatement la valeur historique et marchande de cette découverte, les deux compères décident de les revendre au marché noir. Mais l'ivresse du gain les poussa à exacerber leur loquacité dans le bar voisin, et les autorités locales furent ainsi informées de la future transaction illégale qui se tenait. C'est ainsi qu'au moment de l'échange, les deux pirates de l'histoire furent littéralement cueillis par les forces de l'ordre, avant d'être présentés à la justice afin qu'ils puissent répondre de leurs actes. Les différents artefacts, quant à eux, purent ainsi gagner leur place auprès des autorités scientifiques qui entamèrent ainsi les analyses et les recherches afin de déterminer les origines, la datation et la fonction de ces différents objets, avant de finir exposés au musée de Halle en Allemagne. Et si les épées et les bijoux de bronze ne représentent pas une formidable découverte en soi, ce qui avait été considéré comme un simple bouclier va enfin pouvoir dévoiler tous ces mystères. Comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, cet objet multimillénaire ne peut qu'attirer l'attention de ceux qui portent leur regard sur lui. En effet, les ornements en or qu'il arbore ne sont pas uniquement décoratifs, et n'importe qui y percevra une volonté de transmettre un message et des connaissances. Cet artefact si particulier sera dès lors appelé le disque de Nebra, et son histoire va être digne des plus grandes péripéties. Comme tout bon artefact étant en mesure de modifier notre vérité et notre vision du passé, le disque de Nebra va être au cœur d'une guerre intestine entre scientifiques, afin de déterminer de son authenticité.
Car si les ornements de cet objet ne correspondent absolument pas à ceux des armes et boucliers des civilisations antiques, n'importe qui pourra y reconnaître une représentation céleste, comportant notamment soleil, lune et étoiles diverses. Sauf que les datations du disque de Nebra le font remonter à 1600 ans avant Jésus-Christ, soit d'environ 3600 ans, et que la plus ancienne représentation du ciel connue, se trouvant en Égypte antique, datait pour sa part de moins de 3500 ans. Et c'est là que le bât blesse. Car si l'âge du disque de Nebra est avéré, cela signifierait donc que nous soyons en présence de la plus ancienne représentation de la voûte céleste de l'histoire de l'humanité, et ce sur un artefact manufacturé par l'homme. Pour toutes celles et ceux qui se demanderaient pourquoi cette information pourrait engendrer un conflit idéologique au sein même de la communauté scientifique, eh bien, sachez que les peuples d'Europe centrale d'il y a 3600 ans ne sont pas censés posséder les connaissances nécessaires à la réalisation de ce disque, ce qui entraîne par conséquent une remise en cause totale de notre vision de ces peuples et de leur niveau de connaissance. Mais comme la vérité triomphe toujours, la datation du disque de Nebra peut être avérée et certifiée scientifiquement par l'oxydation du bronze qui le compose. Pour simplifier très grossièrement, disons que s'il est possible d'oxyder artificiellement du bronze afin de lui donner cette patine verdâtre, en utilisant certains acides par exemple, les cristaux qui se forment lors de cette oxydation artificielle sont radicalement différents de ceux produits naturellement, quand cet alliage métallique se transforme au fil du temps, sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Là où la nature va produire avec le temps des cristaux difformes et boursouflés, l'oxydation artificielle va offrir des cristaux plus réguliers, plus petits et de forme plus géométrique. L'analyse microscopique du bronze de ce disque de Nebra attesta donc que l'oxydation de cet artefact datait de plusieurs millénaires et que sa création remontait à plus de 3600 ans. Concernant son lieu d'origine de création, si l'on pouvait penser initialement que cette pièce archéologique aurait pu être un apport d'une région plus lointaine, qui maîtrisait déjà les connaissances nécessaires à sa réalisation, telles que l'Égypte antique ou le nord du bassin méditerranéen par exemple, la similitude des matériaux retrouvés dans ce dépôt d'objets de Nebra atteste que le disque, tout comme les épées et bijoux, sont de la même manufacture, tant sur les métaux que sur les techniques. Le disque de Nebra est donc officiellement un artefact de 3600 ans représentant la voûte céleste et réalisé dans la région de sa découverte, à savoir l'Europe centrale. Intéressons-nous maintenant aux caractéristiques physiques et factuelles de cet objet si particulier, et vous allez pouvoir constater par vous-même qu'une fois de plus, le hasard semble être à l'origine de cet artefact mystérieux. Le disque de Nebra est un disque de bronze d'un peu moins de 2 kg et d'environ 32 cm de diamètre, pour une circonférence d'1 mètre. Autrement dit, si vous faites rouler ce disque sur sa tranche, un tour complet permettra d'effectuer une unité de mesure qui, comme tout le monde le sait, n'existait pas à cette époque, le mètre. Le disque de Nebra est orné de multiples décorations en or, parmi lesquelles nous pouvons aisément reconnaître un soleil, une lune, 30 étoiles éparses, 2 bandes latérales et ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de barque. Puisque même les plus réfractaires idéologues de l'histoire ont pu admettre que les représentations de ce disque symbolisaient des éléments célestes, et notamment des étoiles, une étude fut menée par des astronomes afin de déterminer si des corrélations pouvaient être faites entre les schémas des étoiles du disque de Nebra et les constellations connues. L'avis de ces astronomes professionnels fut sans appel, et ils reconnurent officiellement que parmi les 30 étoiles forgées sur le disque, nous pouvions y retrouver les Pléiades, la constellation de la Grande Ourse, ainsi que celle du Loup, du Capricorne et de l'Éridan. Ils reconnurent également que 3 planètes de notre système solaire y étaient représentées, à savoir Mars, Vénus et Mercure. Concernant les origines des minerais qui le composent, les analyses ont démontré que l'étain et l'or sont originaires du sud de l'Angleterre, tandis que le cuivre provient des Alpes autrichiennes.
Les différents minerais qui ont été utilisés pour la fabrication de ce disque proviennent donc de lieux distants de près de 2000 km. Et si les échanges commerciaux de cette époque commencent à se développer, il semblerait bien qu'ils soient plus étendus et courants qu'on ne le pensait. Le disque de Nebra est également parsemé sur l'intégralité de son pourtour de 39 trous, placés à quelques millimètres de son arête extérieure et espacés chacun d'environ 2,5 cm, soit une autre unité de mesure inexistante à cette époque et que nous utilisons notamment aujourd'hui pour mesurer la dimension de nos écrans par exemple, le pouce. Un débat acharné eut lieu quant à la quantité précise de trous entourant le disque de Nebra. En effet, si l'on observe cet artefact, on constate que l'une de ses parties extérieures est endommagée, ne permettant pas un comptage précis et rigoureux des différents trous. Ce défaut du disque de Nebra est lié à son histoire récente et plus particulièrement à sa mise à jour par les fouilleurs clandestins. Puisque lors de son extraction du sol, après que les détecteurs de métaux eurent donné l'emplacement du dépôt métallique, les deux pilleurs de l'histoire entamèrent leur fouille avec des outils manuels et un coup de pioche vint alors frapper le disque, occasionnant cette déformation sur son pourtour et altérant au passage l'une des deux bandes latérales en or, dont des fragments furent retrouvés avec les autres objets. Cet accident lors de l'extraction du disque entraîna donc une incertitude quant au nombre de trous précis qui ornent cet artefact, variant selon les spécialistes de 39 à 40. Pourtant, si l'on observe attentivement le disque de Nebra, on constate sans aucun doute possible que l'espacement entre les trous entourant l'impact de la déformation ne permet absolument pas d'y placer deux trous, mais uniquement un seul. En respectant donc l'espacement d'environ 1 pouce entre chaque trou, on peut donc affirmer que le disque de Nebra comporte 39 trous sur son contour, et non 40. Si pour beaucoup de personnes ce débat autour du nombre de trous du disque est inutile et totalement stérile, nous allons constater plus tard qu'il n'en est rien, et qu'au même titre que pour la datation de l'oxydation du bronze par exemple, ce nombre précis risque d'en contrarier plus d'un. Quoi qu'il en soit, les analyses de ce disque furent sans appel, et de l'avis général et officiel, nous avons avec cet artefact la plus ancienne représentation de la voûte céleste réalisée par l'homme, il y a plus de 3600 ans. Concernant la fonction précise de cet objet, les premières hypothèses vont rapidement se révéler très peu probables. Pour l'utilisation de ce disque comme bouclier, il est vrai que ses dimensions, le métal utilisé, ainsi que les épées retrouvées à côté, peuvent tendre à appuyer cette hypothèse. Mais la fragilité du disque ainsi que la finesse de son ornementation en or vont à l'encontre même de la prétendue fonction de bouclier. Pensez-vous réellement qu'un objet ayant été endommagé par un simple coup de pioche, au point d'en être déformé et d'avoir perdu une partie de sa parure en or, puisse correctement remplir une fonction de protection? On pourra également noter que les ornementations du disque ne correspondent absolument pas aux décorations de boucliers, représentant généralement des armes, des animaux ou les emblèmes des peuples qui les utilisent. De toute évidence, le disque de Nebra n'est clairement pas un objet militaire, que ce soit de par sa réalisation ou son utilisation. Une seconde hypothèse concernant sa fonctionnalité consisterait à utiliser ce disque comme un couvercle métallique, pour une grande jarre par exemple. Les trous de son pourtour permettraient alors le passage d'un lien afin de fixer le couvercle sur le récipient. Mais une fois de plus, les ornementations du disque ne correspondent pas à cette fonctionnalité, d'autant plus qu'aucun réceptacle de grande taille ne fut découvert à proximité. Une dernière hypothèse placerait cet artefact comme un objet décoratif, artistique ou culturel, que l'on aurait pu coudre par les 39 trous qui l'entourent sur une tenture ou une draperie, le transformant en une sorte de blason métallique mural. Cette hypothèse reste toutefois la plus plausible si l'on se limite aux observations simples et factuelles de ce disque. Mais vous allez constater qu'avec un regard plus affiné, le disque de Nebra pourrait se révéler être en réalité une véritable encyclopédie céleste antique.
Afin d'étayer cette vision du disque de Nebra, nous allons utiliser une infime partie du travail magistral réalisé par Howard Crowhurst, chercheur, écrivain, conférencier, vice-président de l'association archéologique Kergal et spécialiste passionné des sites mégalithiques. Son analyse ne se limitant pas aux simples mesures et décryptages physiques de cet objet, Howard Crowhurst a apporté une vision historique d'ensemble sur les fonctionnalités possibles de ce disque, dévoilant l'étendue des connaissances qui y sont inscrites, et nous permettant d'entrevoir un savoir antique oublié que nous ne soupçonnions pas chez les peuples de cette époque. Nous allons voir ensemble certains points précis du disque de Nebra, dont l'analyse va démontrer que les réalisateurs de cet objet possédaient une connaissance bien plus étendue que ce que nous attribuons d'ordinaire aux civilisations de cette époque, et sur ce lieu précis de la planète. Commençons par les deux bandes latérales situées de chaque côté du disque de Nebra. Ces deux ornements de dimensions identiques sont placés de façon parallèle et alignés selon un axe divisant le disque en deux parties égales. De la vie générale, ces deux bandes en or sont des marqueurs solsticiales. Comprenez par là qu'elles servent à indiquer la position du soleil dans le ciel à son lever et à son coucher lors des solstices annuels. Mais si ces informations peuvent être acquises par l'observation assidue et répétée des cycles solaires, les deux bandes latérales du disque de Nebra nous offrent beaucoup plus d'informations. En effet, l'angle formé par l'axe perpendiculaire traversant les deux bandes jusqu'à leur extrémité indique précisément la latitude du site de Nebra et par conséquent la datation précise à laquelle les solstices sont visibles à cette latitude. Pour être plus précis et afin de clairement démontrer le hasard qui entoure la réalisation de cet artefact, sachez que le site de découverte du disque de Nebra se trouve à une latitude où le soleil se lève et se couche les jours de solstice à un angle de 41 degrés dans le ciel, et que lorsque vous mesurez l'angle formé entre l'axe horizontal traversant les deux bandes et rejoignant les extrémités de ces dernières, vous obtenez un angle de 41 degrés, soit la position précise du soleil dans le ciel à son lever et à son coucher les jours de solstice. Pour information, si les réalisateurs du disque de Nebra avaient voulu marquer une latitude différente liée à un autre lieu, la dimension des deux bandes sur les côtés du disque aurait été différente. En effet, puisque les angles de positionnement du soleil dans le ciel, les jours de solstice sont variables en fonction de la latitude où l'on se situe sur la planète. Si ce disque avait dû marquer les solstices d'un lieu géographiquement placé plus au nord par exemple, les bandes auraient été plus longues, et inversement pour un lieu situé plus au sud, les mêmes bandes auraient été plus courtes. Et ce jusqu'au point de l'équateur terrestre qui n'aurait marqué aucune bande puisqu'il n'y a pas de solstice à l'équateur, du fait de la durée constante d'ensoleillement quotidien tout au long de l'année. Autrement dit, le disque de Nebra est non seulement un calendrier solsticial dans sa lecture physique, en suivant une progression rotative autour de ce dernier, comme sur une horloge par exemple, mais cet artefact est également un marqueur astronomique et géographique dans sa lecture mathématique et géométrique, de par les informations contenues dans les calculs de ces ornements. Cette fonction de repère des solstices pouvait notamment s'avérer très utile dans le domaine agricole, afin de guider les agriculteurs et les éleveurs par rapport aux différentes dates importantes des cycles naturels, et ainsi faciliter grandement les semis, récoltes et reproduction du bétail. Pour finir, cette particularité tend à appuyer fortement le fait que le disque de Nebra est bel et bien un artefact issu de cette région et qu'il n'est pas un élément rapporté d'une contrée lointaine. Le savoir et les connaissances nécessaires à sa construction et à sa lecture sont donc propres au peuple d'Europe centrale d'il y a 4 millénaires. Le second point sur lequel nous allons nous pencher va concerner l'amas de 7 étoiles placées non loin des deux astres majeurs du disque de Nebra et représentant les Pléiades. Si ce regroupement précis d'étoiles sur cet artefact est clairement le plus remarquable, vous allez pouvoir constater que sa position comme sa symbolique ne peuvent que difficilement être liées au hasard.
Les Pléiades sont mentionnées par les civilisations antiques depuis plus de 5000 ans, que ce soit chez les Sumériens en Mésopotamie ou dans l'Égypte antique. Et si ce regroupement d'étoiles semble avoir fasciné et attiré les hommes depuis l'aube de l'histoire, les Pléiades ont toujours été assimilées à la pureté et à la féminité. En effet, ces étoiles ont été décrites dans la mythologie grecque comme étant un groupe de jeunes filles vierges, symbolisant ainsi la fraîcheur féminine de celles qui portent et donnent la vie. Les Pléiades étant situées dans la constellation du Taureau, il était astronomiquement admis qu'Aldébaran, l'étoile symbolisant l'œil du Taureau, fixait avec envie l'attroupement des jeunes femmes vierges. Mais cette vision symbolique, pour ne pas dire romantique, des Pléiades trouvera tout son sens lors de l'examen d'un autre point du disque, que nous traiterons plus tard. Concernant le positionnement des Pléiades sur le disque de Nebra, vous allez constater qu'il permet également d'obtenir des informations capitales sur l'utilisation de cet artefact, et notamment sur son sens de lecture. En effet, si les Pléiades sont situées dans la constellation du Taureau, cela signifie qu'elles sont orientées vers le sud. Bien que cette constellation et cet amas d'étoiles soient parfaitement visibles depuis les deux hémisphères de notre planète, son orientation depuis le site de Nebra est exclusivement tournée vers le sud. Pour faire simple, si vous vous trouvez à Nebra, en Allemagne, et que vous souhaitez observer les Pléiades, il vous faudra vous orienter vers le sud. Si nous additionnons cette information avec la lecture du disque de Nebra comme un calendrier solsticial lié aux deux bandes latérales, nous pouvons ainsi définir clairement les points cardinaux du disque. Le Soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest, l'axe horizontal du disque traversant les deux bandes latérales en leur milieu définira donc ces deux coordonnées. Les Pléiades, quant à elles, se situant clairement sur l'une des deux moitiés du disque, alors divisée par cet axe est-ouest, vont tout simplement nous indiquer le ciel du sud et par conséquent le point cardinal qui s'y rapporte. C'est ainsi que sur le disque de Nebra sont inscrits les différentes orientations, marquant très clairement par une simple lecture ornementale le nord, le sud, l'est et l'ouest. Par conséquent, puisque le disque de Nebra est généralement présenté ainsi, avec le Soleil à gauche, la Lune à droite et les Pléiades en haut, cela signifie que, positionné ainsi, l'orientation cardinale du disque place le Sud en haut et le Nord en bas. Comme vous avez pu le constater par vous-même, la somme de connaissances astronomiques liées à cet objet, si l'on se réfère à son âge de création et à sa localisation géographique, est tout simplement incroyable. Et pourtant, le troisième point que nous allons soulever risque d'en ébranler plus d'un. S'il y a bien un sujet qui divise concernant les artefacts et les constructions antiques, ce sont les unités de mesure. L'instauration du système métrique que nous utilisons de façon internationale et planétaire dans notre quotidien, nos industries, nos commerces ou nos sciences, ne date pourtant officiellement que de la fin du XVIIIe siècle. Et à en croire les plus grands penseurs de notre belle époque, il est tout bonnement impossible que cette unité de mesure initialement calculée par rapport à la circonférence de la Terre puisse avoir été calculée et utilisée dans l'Antiquité. Pourtant, vous allez constater qu'au même titre que l'utilisation du mètre peut être avérée sur de nombreux monuments des civilisations passées, le disque de Nebra comporte bel et bien des preuves de cette connaissance métrique, et le hasard ne pourra que difficilement expliquer ces observations. L'avantage avec le disque de Nebra, c'est que la présence du mètre comme unité de mesure ne va pas être dissimulée par des calculs complexes des chiffres sacrés ou des valeurs symboliques, mais bien présente physiquement, forgée dans le métal, visible et mesurable avec une simple règle. Tout d'abord, la circonférence de cet artefact mesure 100 cm, soit 1 mètre. Et comme dit précédemment, cela fait du disque de Nebra un outil de mesure métrique, puisque si vous faites rouler ce disque sur sa tranche, un tour complet permettra donc de définir une longueur d'1 mètre. Il est important de noter que, d'un point de vue stratégique, il est beaucoup plus intéressant de conserver une unité de mesure comme le mètre sur un disque plutôt que sur un étalon droit,
car si l'objet se retrouve endommagé, le disque permettra plus facilement de récupérer la valeur initiale, tandis que l'étalon droit ayant été brisé par exemple perdra définitivement une partie de la mesure et ne pourra donc plus permettre de la marquer. Si la circonférence d'1 mètre du disque de Nebra peut éventuellement être assimilée à un hasard de sa conception, vous allez constater que cet objet regorge de valeurs précises étant directement issues du système métrique, le centimètre. Pour commencer, le diamètre de cet artefact mesure 32 cm. Concernant ses ornementations, le soleil mesure pour sa part 10 cm. Tandis que le diamètre de la Lune, présenté sous l'un de ses croissants, mesure 13 cm. Encore plus pointu, le rectangle tracé par les extrémités des deux bandes latérales, indispensable à la mesure solsticiale, mesure 27 cm par 24 cm. Et ce même rectangle peut être divisé de façon égale par une unité précise, 56 carrés de 3 cm de côté. Nous parlons bien ici de centimètres, une valeur métrique omniprésente sur ce disque, pourtant vieux de 3600 ans. Si l'on peut admettre qu'en cherchant bien, on finit toujours par pouvoir trouver une valeur métrique sur n'importe quel objet, il paraît difficilement concevable que tant de mesures précises en centimètres, et sur autant d'éléments importants du disque, puissent être l'œuvre du simple hasard. De toute évidence, les mesures effectuées sur le disque de Nebra apportent une preuve supplémentaire que le savoir des anciens, ces connaissances antiques que nous négligeons aujourd'hui, étaient bien plus étendues et anciennes que ce que nous voulons bien admettre officiellement aujourd'hui. Intéressons-nous maintenant aux fameux 39 trous qui ornent le disque de Nebra. De façon pragmatique, il n'y a que deux possibilités de les réaliser. Soit ce nombre fut réalisé par hasard, afin de permettre une fonction de fixation du disque sur un support, par couture par exemple, soit ce nombre est volontaire, et fut précisément choisi pour exprimer quelque chose et permettre une utilisation concrète de ce disque. Sauf que 39 trous sur un disque, tous espacés de la même distance, ça ne se fait pas par hasard. Lorsque l'on souhaite découper un disque, le plus simple et le plus précis est généralement de le diviser par un nombre pair. Par exemple, lorsque l'on découpe une tarte, on divise le cercle de la tarte en deux, puis chaque partie en deux, et ainsi de suite, afin de permettre une découpe égale et simple. Mais si vous commencez à vouloir découper votre tarte en nombre impair, c'est que, franchement, vous l'aurez fait volontairement, et probablement dans le but de ne pas générer de conflit entre les différents convives. Les 39 trous qui entourent le disque de Nebra sont donc clairement la marque d'une volonté lors de sa conception. Mais diviser un cercle en 39 n'est pas une chose simple, et cela révèle de grandes connaissances mathématiques et géométriques, voire juste métriques. En effet, soit vous disposez des connaissances du système métrique, et vous divisez donc le périmètre du disque, à savoir 100, par 39, ce qui vous donne environ 2,5, donc la valeur d'un pouce, soit dit en passant, avant de fabriquer un gabarit de cette dimension qui vous permettra de répartir de façon égale les trous autour du cercle depuis un axe central. Soit, si vous ne disposez pas d'un système métrique, vous devez tracer au préalable une série complexe de formes géométriques sur votre disque, afin de venir localiser précisément les emplacements des trous. Cette seconde méthode nécessite des connaissances très étendues en mathématiques et en géométrie, comme par exemple la maîtrise du triangle 3-4-5 et du double carré, permettant de générer des angles droits et la réalisation de géométrie complexe. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement peu probable que ces 39 trous soient le fruit du hasard, et il paraît clairement plus logique, au vu des différentes mesures de ce disque, qu'ils relèvent eux aussi de l'expression de connaissances complexes et d'un immense savoir, tant mathématique que géométrique. La grande question désormais est de savoir quelle pouvait bien être la fonction de ces 39 trous, et s'il existe une concordance entre le nombre 39 et une quelconque valeur cyclique.
Puisque le disque de Nebra est une représentation de la voûte céleste et qu'il exprime les dates annuelles des solstices liées au cycle solaire, il paraîtrait donc logique que le nombre de trous formant une ligne de lecture autour du disque soit associé à un cycle astronomique, un peu comme les chiffres d'une horloge indiquent les heures d'une journée par exemple. Si les peuples d'Europe centrale d'il y a 3600 ans ne possédaient pas d'outils mécaniques et technologiques comme nos lunettes astronomiques et télescopes afin d'observer l'espace lointain, les cycles correspondant aux 39 trous du disque doivent forcément être liés à des planètes proches, visibles à l'œil nu. Une preuve de l'importance des planètes visibles dans la vie quotidienne des civilisations antiques réside tout simplement dans la dénomination des jours de la semaine, que nous utilisons toujours aujourd'hui. Il faut savoir que chaque jour de la semaine se rapporte à un astre de notre système solaire. Lundi se rapporte donc à la Lune, mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus, samedi à Saturne et enfin dimanche au Soleil, puisque ce terme se traduit en anglais par Sunday, littéralement le jour du Soleil. Il est donc indéniable que les civilisations antiques apportaient une très grande importance aux différents astres de notre système solaire, et que cela s'est traduit jusque dans le quotidien même des gens, et ce jusqu'à aujourd'hui. Avec cette vision du disque de Nebra comme une horloge astronomique, vous allez constater toute l'ingéniosité et surtout la somme phénoménale de connaissances et d'expériences nécessaires à la réalisation de ce système. Mais avant tout, afin de mieux comprendre ce point de vue, il faut savoir que lorsque l'on observe les cycles astronomiques des planètes, il existe deux grands systèmes de calcul, et que chacun de ces systèmes dépend du point de vue physique où l'on se situe dans le cosmos. Le premier de ces systèmes est celui que nous utilisons et enseignons aujourd'hui, à savoir la période sidérale de révolution d'une planète autour de son étoile, ou d'un satellite autour de sa planète. Pour faire très simple, il s'agit de la durée que va mettre un astre pour effectuer une rotation complète autour d'un autre astre et de revenir à son point de départ. C'est par exemple la méthode que nous utilisons pour déterminer la révolution de Mars autour du Soleil, qui se réalise en 686 jours. Mais ce cycle orbital consiste en une observation extérieure à l'astre concerné. En résumé, c'est la vision que nous pourrions avoir si nous regardions la planète Mars exécuter sa révolution solaire depuis un point physique éloigné, placé dans le système solaire comme un simple observateur. La période sidérale est donc la vision extérieure des cycles orbitaux. Le second système de calcul des cycles astronomiques est la période synodique. Il s'agit cette fois-ci de la vision des cycles orbitaux depuis le lieu d'observation, plaçant cette fois-ci celui qui regarde les différentes révolutions des astres, non pas depuis un point abstrait et éloigné, mais au cœur même de la gigantesque machinerie cosmique. Pour reprendre notre exemple de la planète Mars, sa révolution synodique depuis la Terre est cette fois-ci de 780 jours. Cela signifie que, depuis un point d'observation terrestre, la planète Mars mettra 780 jours avant de revenir au même endroit dans le ciel, et donc d'avoir accompli sa révolution synodique. L'écart entre ces deux systèmes d'observation orbitale réside dans le lieu d'observation des révolutions planétaires. En effet, si avec la vision sidérale, nous voyons de loin le trajet physique et rotatif réalisé par un astre autour d'un autre, avec la vision synodique des révolutions, on observe le retour périodique d'un astre depuis un point d'observation lui-même en déplacement dans le cosmos. Et puisque la Terre se déplace elle-même sur son orbite pendant que Mars exécute sa révolution, l'observateur placé sur Terre aura donc une période de révolution de Mars différente, mais qui le placera directement au centre du système orbital. Cette différenciation entre ces deux systèmes de mesure est extrêmement importante afin de comprendre l'horloge astronomique qu'est le disque de Nebra. Car si on se réfère à son âge de création, les peuples qui l'ont fabriqué ne connaissaient que les cycles synodiques, ceux que l'on peut observer directement depuis un point fixe sur Terre, et il ne faut donc pas prendre en considération les orbites sidérales.
Revenons maintenant aux 39 trous du disque de Nebra et à leur corrélation possible avec les cycles astronomiques des astres visibles à l'œil nu depuis la Terre. Le premier corps céleste auquel nous pensons immédiatement est celui déjà présenté sur le disque de Nebra, la Lune. Mais un cycle lunaire synodique comporte 29,5 jours, et il ne peut donc que difficilement y avoir un lien direct entre les cycles de la Lune et le nombre de trous du disque. Mais notre satellite naturel n'est bien évidemment pas le seul astre que nous puissions voir dans le ciel. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, Mars, notre voisine, est une planète observable à l'œil nu depuis la Terre, dont l'influence symbolique, spirituelle et religieuse pour les civilisations antiques n'est plus à démontrer. Mars possède donc une orbite synodique de 780 jours, et si nous divisons 780 par 39, nous obtenons 20. Autrement dit, si vous marquez la planète Mars par un pion sur le disque et que vous déplacez ce pion d'un trou tous les 20 jours, lorsque votre pion aura réalisé un tour complet du disque, vous aurez marqué une révolution synodique complète de Mars, la replaçant à l'endroit exact où elle se trouvait dans le ciel lors de son dernier passage. S'il est donc parfaitement possible de suivre la révolution synodique de Mars avec le disque de Nebra, il est important de signaler que l'unité de 20 jours nécessaire pour utiliser cet objet comme calendrier astronomique est une unité factuelle que nous utilisons toujours aujourd'hui, la vingtaine. Cette unité se retrouve notamment dans nos mathématiques, puisque nous utilisons le nombre 80 comme étant la somme de 4 fois 20. Indiquant ainsi l'unité de la vingtaine que l'on multiplie 4 fois. La syntaxe de ce nombre est d'ailleurs explicite puisque nous l'écrivons 4, 20, donc littéralement 4 fois l'unité 20. Mais Mars n'est pas la seule planète à pouvoir être répertoriée sur le disque de Nebra. Notre seconde voisine, Vénus, a quant à elle une orbite synodique de 584 jours. Si l'on divise ce cycle par le nombre de trous du disque, nous obtenons la somme de 15. Et de la même façon que nous pouvions suivre l'orbite de Mars en déplaçant un pion d'un trou tous les 20 jours, si vous marquez le disque d'un pion représentant Vénus et que vous déplacez ce pion d'un trou tous les 15 jours, quand ce dernier aura réalisé un tour complet, vous aurez représenté une orbite synodique complète de Vénus, qui se représentera alors au même endroit dans le ciel. Le plus intriguant, encore une fois, est que l'unité 15, une quinzaine, est une unité existante que nous utilisons toujours aujourd'hui. Lorsque nous souhaitons stipuler un délai de 2 semaines par exemple, nous disons une quinzaine de jours. Pourtant, 2 semaines comportent 14 jours, 2 fois 7 jours, et non 15. Mais nous utilisons quand même, dans notre quotidien, l'unité de la quinzaine comme un marqueur temporel. Comme vous l'aurez constaté, le disque de Nebra est donc une formidable invention, matérialisant toute l'ingénierie et les connaissances poussées nécessaires à son utilisation. Notre difficulté principale pour comprendre toute l'importance du savoir lié à cet artefact réside certainement dans la différenciation de points d'observation entre l'homme et le cosmos. En effet, nos sciences modernes et notre technologie toujours plus performante nous imposent une vision éloignée du cosmos et de ses cycles, comme si nous étions nous-mêmes des satellites en orbite lointaine. Mais nous sommes bel et bien sur Terre, et ce que nous observons depuis ce lieu ne correspond pas toujours exactement à ce que l'on peut voir depuis un point éloigné, car en étant sur Terre, nous faisons partie intégrante de cette grande machine cosmique. Et nous ne sommes pas uniquement observateurs, mais également acteurs. La civilisation antique ayant construit le disque de Nebra a donc été en mesure de trouver un nombre, 39, permettant de mettre en corrélation les différentes orbites de notre système solaire. Et pour toutes celles et ceux qui douteraient de l'importance de ce nombre comme valeur de référence à la vie et à ses cycles, je rappellerai que 39 est également le nombre de semaines que dure une grossesse chez la femme. C'est ici que nous allons rejoindre l'observation de tout à l'heure concernant les Pléiades représentées sur le disque et dont la symbolique est celle de la pureté féminine. Et oui,
Car si bien évidemment toutes les grossesses sont différentes et que la durée exacte varie selon les femmes, la situation médicale ou l'âge, la norme officielle d'une grossesse est de 273 jours. Et si vous multipliez 39 par 7, soit le nombre de trous du disque de Nebra par le nombre de jours d'une semaine, vous obtenez 273, le nombre de jours nécessaires à une femme pour donner naissance à un enfant et créer la vie. Pour information, 273 jours correspond également à 10 cycles lunaires. Donc la durée de grossesse d'une femme est égale à 10 fois la rotation de notre satellite naturel. Nous allons arrêter là car je pense que nous avons suffisamment joué avec ce fameux hasard. Mais comme vous aurez pu le constater par vous-même, les corrélations liées à cet artefact et à son utilisation démontrent clairement que le savoir nécessaire à sa conception et à son utilisation dépasse de loin les maigres connaissances que nous voulons bien attribuer aujourd'hui à ces peuples multimillénaires. Le disque de Nebra n'est donc pas uniquement la plus ancienne représentation de la voûte céleste. Il est également une véritable encyclopédie antique des connaissances mathématiques, géométriques, scientifiques et astronomiques de cette époque, pouvant relier concrètement les hommes avec le cosmos qui les entoure, et permettant non seulement de comprendre ce que l'on voit et ce qui se passe dans le ciel vu de la Terre, mais également de pouvoir agir en fonction de l'influence de ces différents éléments. Cet objet d'apparence si simple est à la fois un calendrier de vie annuel et solaire, un guide des révolutions des planètes voisines, un marqueur astronomique, un calendrier de grossesse et une unité de mesure métrique, le tout forgé dans les métaux les plus nobles de l'époque. Avec l'étude que Howard Crowhurst a menée sur le disque de Nebra, il ne fait aucun doute qu'il y a 3600 ans, celui qui tenait cet objet et qui possédait le savoir pour l'utiliser pleinement, pouvait littéralement se sentir vivre au sein du cosmos, pouvant comprendre et suivre la vie même de l'univers qui nous entoure, et ce depuis la terre ferme. Le disque de Nebra est donc la preuve formelle et factuelle que les civilisations antiques possédaient un savoir colossal et éclectique, allant de la place de notre planète dans le cosmos au cycle naturel de la vie, en passant par le système métrique, et octroyant toujours à l'humain une place au cœur même de la nature, en harmonie avec elle. Le savoir nécessaire à l'élaboration d'un tel artefact dépasse de loin les maigres connaissances que nous voulons bien attribuer aujourd'hui au peuple de cette époque. Mais il semblerait bien que la preuve nous ait été apportée une fois de plus, et que les civilisations antiques qui nous ont précédés de plusieurs milliers d'années possédaient un savoir, une connaissance et un rapport à la vie que nous ne sommes plus en mesure de déployer aujourd'hui.